Maintenant, je vais inviter Alain Lout, qui est philosophe, maître de conférences à l'université catholique de Lille, c'est ça, dans le centre d'éthique médicale, et qui consacre depuis quelque temps une réflexion aux enjeux éthiques du numérique en santé. Le titre de son intervention, vous l'avez sous les yeux, je le lis, la spatialisation des soins, enjeux éthiques du numérique en santé. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Ouais. Merci. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, de présenter quelques réflexions sur la santé numérique pour pouvoir en débattre. Je vous présente ici ce qui est un petit peu encore un work in progress, comme on dit. Donc, je vous partage plus des hypothèses de recherche, des questions que véritablement des réponses ou un travail tout à fait abouti. Il sera donc question de santé numérique et d'éthique de la santé numérique. Et alors, vous avez peut-être pu être étonné des titres qui lient à cette santé numérique, aux réflexions et aux enjeux éthiques de cette santé numérique, qui lie la notion de spatialité ou de spatialisation. Donc je vais m'expliquer pourquoi un tel titre, qu'est-ce que je veux ouvrir comme réflexion à travers un titre qui peut paraître quelque peu énigmatique. Je voudrais avant ça vous faire partager finalement les questions qui m'ont habité quand je suis rentré, quand j'ai découvert ce champ de recherche il y a quelques années. C'était le constat un petit peu d'une difficulté à bien déterminer la place de l'éthique par rapport à la santé numérique. C'est peut-être mon côté philosophe de formation, même si maintenant je suis vraiment plongé dans un centre d'éthique médicale sur des questions concrètes, mais c'est peut-être ma formation de philosophe qui m'a amené à réfléchir, à me dire finalement, qu'est-ce que l'éthique de la santé numérique ? Est-ce qu'il y a une spécificité de la santé numérique ou même de la télémédecine ? Ou finalement, est-ce que ce n'est pas simplement un chapitre, un sous-chapitre ou une question impliquée d'une réflexion plus large et immémoriale de l'éthique médicale ? Donc réflexion philosophique. Et pourquoi je me suis soulevé cette question ? Ce n'est pas simplement parce que c'est le défaut de ma formation initiale du philosophe de se poser toujours plein de questions, mais c'est parce que j'avais l'impression que c'est une question qui traverse un peu le champ actuellement. Je vous montre pourquoi. J'essaye d'expliciter un peu pourquoi cette question. D'abord, un article de Vincent Rial et d'autres auteurs en 2014 qui portait sur la télémédecine et les gérontotechnologies pour la maladie d'Alzheimer. Et j'en parle juste parce que ce qui m'avait marqué à la lecture de cet article, c'est qu'il constatait que, donc l'article date de 2014, en la matière du développement technologique et du numérique pour prendre en charge les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, eh bien, on peut vraiment constater ce qu'ils appellent un immobilisme hyperactif. C'est-à-dire une hyperactivité, un développement vraiment massif d'énormément d'outils, de dispositifs et d'expérimentation pour tester ces dispositifs numériques. Malgré tout, cette hyperactivité, elle est immobile. C'est le terme que Vincent Rial et ses collègues utilisent, en disant qu'il y a le sentiment d'une difficulté à véritablement produire des outils, des dispositifs qui soient véritablement utiles, difficulté de produire des solutions souhaitées, pérennes, etc. Et dès lors, ils en appelaient, dans cet article, ça m'avait frappé, à finalement développer un pilotage par l'éthique du développement de la santé numérique. Donc ils terminaient l'article en disant, et oui, en appelant à l'éthique, comme si l'éthique était absente jusque-là, ou peu présente, insuffisamment présente dans le développement de la santé numérique. Donc, première posture de discours qui en appelle à l'éthique. À côté de ça, ce qui m'avait frappé, c'était de voir de nombreux discours qui, quant à eux, avaient une posture ou un discours relativement à l'éthique assez différent de celui d'un appel à une éthique qui serait absente du développement de la santé numérique. Pour certains, finalement, le législateur en France, en ayant défini la télémédecine comme un acte de médecine, donc pour ceux qui ne le savent pas, la caractéristique de la France, c'est d'avoir reconnu juridiquement la télémédecine, notamment à travers la loi HPST de 2009 et le décret de 2010 qui précise les 5 actes possibles de télémédecine et qui en précise les conditions d'exécution. Eh bien, finalement, pour certains, le fait d'avoir défini la télémédecine comme la médecine, ça résout en un sens cette question de l'éthique. En faisant de la télémédecine de la médecine, finalement, ça reprécise bien que l'acte de télémédecine, par exemple une téléconsultation, est un acte médical et que dès lors, il est soumis au code de déontologie médicale et que finalement,
continuent à s'appliquer à cet acte, eh bien, les principes fondamentaux de l'éthique médicale. Ainsi, je cite par exemple Conseil national de l'ordre des médecins en 2009, je cite, « L'usage des technologies de l'information et de la communication dans l'exercice de la télémédecine ne justifie pas une disposition spécifique du Code de déontologie médicale. » Le Conseil européen de l'ordre des médecins en 2014, qui nous précise que les technologies de l'information et de la communication dans l'exercice de la télémédecine n'imposent pas de disposition spécifique, puisque les principes éthiques et déontologiques en vigueur demeurent et s'appliquent à cette pratique de la télémédecine. Alors, dernier point en introduction que je vais mettre en avant, dernier discours, dernière prise de position plus récente, c'est cette fois-ci en 2018, le rapport final des travaux qui portent sur le numérique dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé. Donc la feuille de route intitulée « Accélérer le virage numérique en santé ». Et bien là, l'éthique est un peu quand même remise en avant. Je cite dans ce rapport, « Alors que la santé concerne l'ensemble des citoyens, le cadre éthique dans lequel doivent s'inscrire les usages du numérique reste flou. Les usages du numérique en santé restent flous. Il est donc essentiel d'asseoir le renforcement du virage numérique en santé sur un cadre de valeurs et un référentiel d'éthique. » Un peu plus loin. Les 4 piliers de l'éthique que sont l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice sont traditionnellement intégrés dans les différents codes de déontologie en santé, notamment dans le serment d'Hippocrate. Appliqués à l'éthique du numérique, ces piliers doivent tout à la fois concerner l'éthique des données, des algorithmes, des pratiques et des décisions. Donc cette fois-ci, en 2018, on reconnaît quand même qu'il y a un peu un flou par rapport à l'éthique du numérique en santé. Mais finalement, ici, le geste est plutôt d'étendre, on étend la validité des principes de l'éthique médicale qui étaient simplement contraints à la sphère de l'acte médical. Donc vous voyez, tous ces rapports, ça met en question un petit peu la question de c'est quoi l'éthique de la santé numérique. D'un côté, il y a ceux qui en appellent à une éthique. Il y a aussi dans la revue de la littérature beaucoup d'articles dont le titre dit vraiment le cœur de leurs propos. Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle éthique pour le numérique? Donc, position d'acteurs qui en appellent à une nouvelle éthique, d'autres acteurs qui disent non, il faut simplement se limiter au rappel. Donc l'appel, puis d'autres qui disent non, on se rappelle juste les 4 principes de la bioéthique. Cette éthique immémoriale, elle continue à faire sens pour nous orienter dans le numérique. Et d'autres qui vont dire, il suffit au fond d'étendre cette validité des 4 principes de l'éthique médicale aux acteurs non médecins, par exemple les ingénieurs, les informaticiens. Donc, vous voyez, il y a comme une espèce de méta-jeu quant à savoir, finalement, c'est quoi l'éthique du numérique. Et moi, mon propos, c'est de vous faire rentrer dans le jeu. Et effectivement, je pense que si on aborde ce jeu d'un point de vue sémantique, je pense qu'on loupe quelque chose. Parce que d'un point de vue sémantique, donc d'un point de vue du sens, eh bien évidemment, ces 4 principes, ils continuent à faire sens dans un monde qui est modifié par le numérique. Ça continue à faire sens de réfléchir à l'autonomie des patients, à viser une bienfaisance, en tout cas un bénéfice pour le patient quand on agit, et ne pas à chercher de nuire quand on fait un acte de télémédecine. Donc oui, d'un point de vue sémantique, ça continue à faire sens. C'est le philosophe Axel Honneth qui a travaillé sur l'éthique de la reconnaissance qui dit « Des principes comme le principe d'autonomie, ils sont comme marqués par un excédent sémantique par rapport à leur traduction institutionnelle dans le droit, les dispositifs, les règles. » Donc finalement, ils continuent, même face à un nouveau contexte, ils continuent à nous parler. Donc l'enjeu, c'est pas là. L'enjeu, d'un point de vue sémantique, ces principes continuent à nous faire sens. Par contre, en tout cas c'est ma conviction, c'est mon hypothèse de recherche, je pense véritablement que le numérique transforme le contexte du soin, transforme la pratique, les organisations du soin et même le système de santé, d'où ça pose des questions pragmatiques à l'éthique. Comment veiller à faire respecter ces principes d'éthique médicale dans un nouveau contexte? Donc, je pense que malgré tout, le contexte numérique déstabilise l'éthique, pas d'un point de vue sémantique, mais quant aux questions de savoir comment faire l'éthique dans ce nouveau contexte. Donc ça, c'est mes réflexions vraiment d'arrière-plan. Et pour être un peu plus concret, parce que là on peut se dire, ah ben oui, là le philosophe est revenu au galop, c'est très théorique tout ça. Pour être très concret, je voudrais ancrer ces réflexions à partir d'une thématique précise, pour bien vous illustrer ça, pour bien démontrer ce point que le numérique déstabilise l'éthique
pas au sens où il rendrait impertinent le sens de l'autonomie, le sens du la bienfaisance, sens, mais au sens où il nous met en question quant à comment faire concrètement de l'éthique dans ce nouveau contexte. Et donc, je voudrais illustrer ça à partir de la notion de spatialité, spatialisation. Un terme, une entrée, parmi d'autres, j'aurais pu prendre d'autres entrées, pour vous faire prendre conscience des transformations de fond que le numérique induit, selon moi, dans le contexte du soin aujourd'hui. Je pense véritablement que le numérique transforme la spatialité du soin, les lieux du soin, les organisations du soin. On verra notamment la télémédecine, cette nouvelle stratégie de mutualisation des compétences entre institutions. Ça modifie les frontières du soin. Est-ce qu'être hospitalisé à domicile, c'est être hors de l'institution, ou c'est l'institution qui vient à nous à travers les technologies de l'information et la communication? Donc on voit, le numérique transforme les lieux, les espaces, et jusqu'au système de santé lui-même. Donc je voudrais, dans le premier temps de mon exposé, vous montrer, vous donner à voir cette transformation spatiale du soin par le numérique. Pour pouvoir, dans un second temps, vous montrer comment, selon moi, ces transformations du contexte du soin, du contexte spatial du soin, eh bien, ça déstabilise un petit peu l'éthique. Ça rend difficile, ça ouvre la question de comment faire de l'éthique dans ce nouveau contexte. Et je terminerai, troisième point, en essayant de relever, non pas de proposer des réponses par rapport à cette déstabilisation de l'éthique, mais en soulevant des points d'attention, des chantiers de réflexion pour comment l'éthique peut relever ce défi de ce nouveau contexte qui la déstabilise. Alors, premier point, une nouvelle spatialisation des soins. Alors, il est temps maintenant d'être un peu plus concret, d'atterrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi parler de spatialisation des soins? Alors ici, je fais quand même référence à un ouvrage qui m'a beaucoup marqué, d'une philosophe hollandaise de l'Université d'Amsterdam, Nelly Oudshoorn, qui a travaillé sur la notion de télécare. Donc, télécare, ça sonne, on voit ce que ça veut dire, le care, donc c'est un travail de soins. Donc là, elle ne s'est pas intéressée à la télémédecine, mais plutôt au travail d'infirmières qui suivent à domicile des patients malades chroniques, qui ne sont pas hospitalisés en institution, mais qui en un sens sont hospitalisés à domicile, si vous voulez. Des patients qui souffrent de défaillance cardiaque, ou des patients, par exemple, en fin de vie, qui reçoivent des soins palliatifs chez eux, mais qui sont suivis à distance à travers, par exemple, des objets connectés, qui vont saisir de manière automatique toute une série de données, ou des objets où on va saisir manuellement, le patient va saisir manuellement un certain nombre d'informations. Par exemple, des patients atteints de défaillance cardiaque, le patient va noter jour après jour sur un dispositif son poids pour pouvoir avoir une mesure d'un différentiel de poids significatif dans un laps de temps très court. Par exemple, vous répondez à un certain nombre de questions, est-ce que vous mangez salé ou non? Bon, ça c'est son objet. Et ce qui la frappe, c'est le décalage entre les discours sur le numérique et la réalité qu'elle a rencontrée sur le terrain. C'est une sociologue. Elle a fait un travail ethnographique. Un décalage entre une promesse attachée au numérique qu'on entend très souvent, qui est que finalement le numérique mettrait totalement entre parenthèses les dimensions spatiales. On a tous et toutes fait cette expérience-là d'être confinés, expérience assez inédite. Je pense qu'une mise en quarantaine de l'ensemble de sociétés, on n'avait jamais vu ça, même si on a vu des quarantaines se mettre en œuvre sous des formes différentes, mais une quarantaine à ce point, c'est une expérience sociale inédite. Donc on a tous fait l'expérience d'une distanciation sociale et physique. Et malgré tout, grâce aux technologies, on a pu assurer la continuité de tout un certain nombre d'activités. On a même pu assurer une certaine proximité de relations affectives grâce aux technologies de l'information et de la communication, grâce à la vidéoconférence. Donc on a une impression de proximité, comme si on avait réussi, grâce à ces technologies, à effacer cette expérience, avant tout d'une distanciation physique. Donc, et ça, finalement, ça renvoie à une idéologie plus profonde encore, que notamment l'Internet réduirait les distances. Donc on a une technologie qui nous permettrait de maîtriser l'espace en un sens. Et bien pour Nelly Oudshoorn, qui elle a été sur le terrain, elle se rend compte que pour pouvoir fonctionner, ces dispositifs, ils nécessitent un certain réaménagement de l'espace.
Pour elles, la télémédecine, à aucun moment, ne fait disparaître les frontières, l'importance de prendre en compte les lieux, les distances. Au contraire, pour pouvoir fonctionner, un dispositif de téléconsultation nécessite un certain réaménagement des lieux. Et à nouveau, c'est peut-être une expérience que vous avez faite toutes et tous. Vous avez peut-être vous-même téléconsulté un médecin pendant cette période de Covid, et peut-être que certains d'entre nous vivent dans des appartements très exigus, à plusieurs, où il est quasi impossible de reproduire finalement l'intimité qui est attachée au cabinet médical lorsqu'on rencontre quelqu'un en présentiel. Tous les lieux ne se valent pas. Donc on voit bien, pour elle, que la technologie ne fait pas disparaître, ne rend pas annexable la dimension spatiale, bien au contraire. C'est quelque chose aussi qu'on voit, qui est fort mis en avant par Alexandre Mathieu Fritz et Gérald Gaglio, si ça vous intéresse. Donc ils ont fait dans la revue Réseau une revue de la littérature en sciences humaines et sociales sur la télémédecine en 2018, et ils disent effectivement la télémédecine ne conduit à aucun moment à une ébullition des frontières et des espaces, au contraire. Et donc je voudrais vous montrer que ces technologies de l'information et de la communication ne font pas disparaître l'espace, mais au contraire demandent un certain réaménagement de l'espace pour pouvoir être effectives. Donc ces technologies demandent un réaménagement de l'espace et de manière... il y a un jeu de codétermination, et de la même manière que les logiques propres à un lieu influent sur la manière dont la technologie va fonctionner ou pas. Donc il y a véritablement un jeu de codétermination entre technologie et lieu et technologie. Et je voudrais illustrer ça en montrant que cette spatialité, en plus, ces jeux, on peut les repérer à différents niveaux. Au niveau micro, et je vais donc distinguer différents niveaux de spatialité qui sont transformés par la technologie. Au niveau micro, au niveau de la relation de soins, au niveau méso, donc au niveau des organisations, comment les technologies de l'information et de la communication, ça transforme des réseaux d'acteurs, et au niveau macro, comment les technologies de l'information et de la communication, ça impacte aussi le système de santé. Ça peut être des outils pour des nouvelles politiques publiques de santé. Mais donc commençons par le niveau micro, bien pouvoir illustrer la manière dont, selon Nelly Hotshorn, dans ses études, dans son travail ethnographique de terrain, bien illustrer comment ces technologies, elles ont transformé littéralement les lieux de vie des patients. Notamment, elle s'est intéressée plus précisément donc, à des patients qui souffrent de défaillance cardiaque, et donc qui avaient des dispositifs chez eux où ils devaient manuellement, comme je l'évoquais, rentrer un certain nombre de données, notamment, je vous disais, leur poids, mais aussi ce qu'ils ont mangé, s'ils ont mangé salé ou l'autre. Et donc elle a relevé dans son étude ethnographique certains scripts de fonctionnement des technologies qui sont assez lourds. Alors c'est quoi un script ? Par script, elle entend, si vous voulez, les scénarios d'usage que les ingénieurs ont en tête, que les informaticiens ont en tête quand ils designent un dispositif technologique. Un mode de fonctionnement, si vous voulez. Et donc, notamment, certains scripts peuvent être très lourds. Et notamment, un des scripts, je rentre plus dans le détail. Donc, le script prévoit que, en fait, les malades, donc, manuellement, encodent un certain nombre d'informations. Et puis, il est prévu, en fonction d'algorithmes, que si certains seuils sont dépassés, il y a une alarme. Imaginez, vous avez rentré dans votre dispositif à la maison, que vous avez mangé plusieurs fois salé, ou il y a une évolution de poids significative. Donc il y a un algorithme qui, de manière automatique, à partir d'un certain seuil, détermine une alarme. Mais la première phase, le script prévoit que, simplement, il y a un bouton qui s'allume sur un petit boîtier que les patients ont à la maison. Et quand ce bouton s'allume, ils savent qu'ils doivent allumer leur télé, et là, en fait, on leur pose un certain nombre de questions. Est-ce que vous vous êtes pas trompé, par exemple, dans les informations que vous avez mises ? Est-ce que... Donc, un certain nombre de questions automatisées pour un peu vérifier si c'est une vraie alarme ou une fausse alarme. Et le script prévoit que si la personne n'a pas vu le bouton qui s'allume pour allumer sa télé, pour avoir les informations, donc le feedback de la machine, le script prévoit qu'il y ait une infirmière qui téléphone, donc une infirmière en chair et en os qui téléphone pour s'assurer que tout va bien, etc.
Et donc les patients, en fait, Nelly Hodgson relève qu'ils sont très stressés parce qu'ils n'ont pas envie de déranger l'infirmière, évidemment. Donc ils veulent être sûrs de ne pas louper le bouton qui s'allume de ce qu'elle appelle la set-top box, donc un petit boîtier, comme un modem, si vous voulez. Donc ils le mettent bien au milieu de la pièce de vie pour être sûr à tout moment de le voir, pour pouvoir vraiment aller, comme le script le prévoit, allumer leur télé, avoir les infos et éviter de déranger l'infirmière. Et donc, vous voyez que le script peut être très lourd et peut avoir comme incidence de réaménager l'espace de lieu de manière à voir à tout moment cette lumière. Donc, un petit boîtier qui paraissait assez discret amène, dans ce mode de fonctionnement, à forcer l'utilisateur à aménager presque l'espace de vie. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'exemples comme ça qui montrent comment les dispositifs de télésurveillance amènent à transformer les espaces de vie et en font des lieux presque médicalisés. Devient un lieu hybride, nous dit-elle. Et finalement, c'est une expérience qu'on a pu faire aussi, tous et toutes, si on accompagne une personne en fin de vie. Le fait de mettre un lit, par exemple, déjà du premier au deuxième dans un salon, on transforme ce lieu et ça crée une dynamique de lieu tout à fait différente. Donc, les technologies transforment les lieux de la même manière que les dynamiques qui traversent ces lieux peuvent influer la manière dont la technologie va être utilisée. Elle montre aussi, partant d'analyses féministes, comment des structurations de genre du domicile, des logiques de genre dans le domicile peuvent influer sur la manière dont la technologie va être utilisée. Peut-être que c'est monsieur qui va prétendre bien pouvoir mettre le dispositif en marche et il va laisser à madame le soin de téléphoner à l'infirmière pour prendre en charge tout l'à côté de ce qui est considéré comme plus technique. Donc vous voyez, les technologies transforment les lieux, et les lieux influent sur la manière dont la technologie peut être implémentée. Pensons, je vous le répète, à la télémédecine en temps de Covid. Tous nos lieux de vie ne sont pas égaux. Tous nos lieux de vie ne sont pas égaux. Et donc peut-être que certains lieux de vie n'ont pas rendu possible un acte de télémédecine dans des conditions tout à fait acceptables, même si le professionnel médical de l'autre côté avait bien en tête l'importance du code de déontologie médicale et de demander bien le consentement du soin. Mais ils ne maîtrisent pas non plus toujours le lieu de vie de l'autre côté. Donc vous voyez, importance de prendre en compte le numérique et la manière dont il transforme les lieux de vie. On peut voir aussi que si on porte attention à cette spatialité, on peut voir aussi des nouvelles formes de pouvoir qui n'apparaissaient pas si on ne prend pas en compte cette dimension spatiale. Et pour Hodgson, certains voient dans l'hospitalisation à domicile une désinstitutionnalisation, le fait que le patient ne va plus être soumis aux lois et règles de l'institution, mais va pouvoir gagner en autonomie, au sens littéral du terme, au sens où il va vivre sous les règles de son domicile et pas celles de l'institution. Mais parfois, la manière dont les scripts sont conçus, la manière de vivre dans le domicile peut être très prescrit, si vous voulez. Donc, pour Hodgson, cette télésurveillance est moins une désinstitutionnalisation, parfois qu'un renforcement du pouvoir de surveillance du médecin au domicile depuis l'hôpital. Il suffit de penser par exemple au fait qu'il y a parfois une très forte asymétrie entre ce qu'on attend du médecin et ce qu'on attend du patient. Nous, on avait accompagné comme ça des professionnels, donc des médecins qui travaillaient en télécardiologie, parce que ça c'est vraiment un des secteurs où la télésurveillance a vraiment fait ses preuves, notamment une surveillance à distance de l'état de votre pacemaker, par exemple. Si la pile est plate, il y a un signal que... Et en fait, à un moment donné, les professionnels se sont rendus compte que cette technologie rendait possible une surveillance 24 heures sur 24. Je veux dire, rendait techniquement possible. Et d'où ils se sont posé la question de la responsabilité, cette fois-ci juridique. Est-ce que, face à cette augmentation de pouvoir de surveillance, est-ce que ma responsabilité médicale est tout autant étendue ? Ça voudrait dire qu'à 5 heures du matin, s'il y a un signal indiquant que la pile est plate, je pourrais être tenu responsable de... D'où les médecins qui, avec raison, raisonnablement, délimitent avec le patient et précisent les moments où ils vont accéder à ces informations. Mais parfois, on attend des patients d'être totalement et 100% à tout moment joignables. Donc vous voyez, dans ce jeu de télésurveillance, se rejoue un aménagement de l'espace et se rejoue aussi dans les relations de pouvoir, les relations entre soignants-soignés, même si on n'est plus simplement à l'hôpital, mais sous des lieux... Donc voilà, première spatialisation que je voulais mettre en avant, rendre visible, ça transforme l'expérience spatiale du soin au domicile, les relations entre le soignant-soigné et le domicile. Et donc, on voit que si on pose par exemple les questions éthiques de respect de l'autonomie du patient simplement
en termes de est-ce qu'on a demandé s'il consent ou non à la téléconsultation, on voit qu'on est en décalage par rapport à toutes les autres questions éthiques qui sont plus invisibles, mais qui sont liées à comment cette organisation spatiale du soin peut leur prescrire un certain mode de vie. Donc, il y aurait presque un risque de trouver une forme de paternalisme numérique, des dispositifs numériques qui vont imposer, selon leur script de fonctionnement, un certain type de vie dans leur domicile, qui ne va pas être abordé si on en reste à une vision plus stricte, bornée de la déontologie médicale, simplement en s'assurant qu'il y ait consentement. Alors, j'avance parce que je vous disais, je pense qu'on peut également penser le numérique comme quelque chose qui spatialise le soin, qui spatialise différemment le soin, également au niveau méso. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que quand on s'intéresse aux études sur le terrain, donc, qui cherchent à comprendre comment peut fonctionner un acte de télémédecine, on se rend compte qu'un acte de télémédecine repose sur une pluralité d'acteurs. Parfois même, à la limite, plus d'acteurs que si l'acte n'était pas réalisé à distance, mais était réalisé simplement dans un cabinet médical. Et d'une manière générale, il y a eu beaucoup de discours qui ont montré comment l'Internet avait pour effet de désintermédier toutes nos relations. Par exemple, le seul exemple que j'ai en tête, mais qui était significatif, c'est le philosophe Marcel Gauchet, qui nous dit qu'à l'Internet, on n'a plus besoin d'intermédiaires, j'ai plus besoin de mon libraire, je vais directement chez mon distributeur et tout. Lui, il y voyait le règne de l'individualisme le plus pur. C'est dans un article qu'il avait écrit au niveau de la crise des métiers de la culture, justement. Donc, montée en puissance de l'individualisation, suppression des intermédiaires, etc. Alors oui, on sait que Internet et ces technologies ont fait disparaître certains intermédiaires, mais elles ont aussi réintermédié énormément de nos relations aussi. Et donc, par rapport à la relation médicale, oui, on dit que certaines technologies peuvent faire disparaître certains métiers, mais elles en ont créé aussi d'autres. Elles ont amené, parfois dans leur relation et le colloque singulier, l'existence de nouveaux tiers. Notamment, par exemple, simplement le prestataire technique qui va venir installer le dispositif technologique ou qui va venir installer tel objet connecté de la même manière. Dans la médecine personnalisée, médecine de précision, donc une médecine qui utilise un traitement massif de données pour pouvoir dégager des corrélations significatives entre certains profils génétiques et certaines maladies, on peut dire finalement c'est aussi une médecine qui va amener le médecin à collaborer davantage avec d'autres professionnels. Biostatisticien, un ingénieur, un informaticien, justement les cardiologues avec qui on travaillait, qui travaillaient en télécardiologie, ils ont engagé un ingénieur dans leur service à l'hôpital pour réfléchir avec eux comment designer. Donc on voit, le numérique, ça crée aussi de nouvelles organisations, de nouvelles relations. Ça crée des réseaux d'acteurs. Et donc ça crée vraiment aussi une nouvelle spatialisation. On pourrait faire référence ici au terme de la sociologue Madeleine Acriche, qui parle de géographie des responsabilités. J'aime bien cette idée, parce que c'est une belle métaphore spatiale de comment une technologie, mais ça va mettre en lien de nouveaux acteurs, ça va distendre le lien avec certains, mais ça va agréger de nouveaux acteurs, etc. Donc il y a une spatialisation au niveau de l'organisation des soins, et donc il y a aussi toute une série de questions éthiques qui se posent au niveau de cette spatialisation, au niveau de l'organisation qui est induite par un acte de télémédecine. Et ici, je fais référence aux travaux de Jeannette Pols, également hollandaise de l'Université d'Amsterdam, dans un livre qui s'appelle « Care at Distance », donc le soin à distance, et qui montre que dans beaucoup de ces enquêtes, elle montre que oui, il y a beaucoup de patients qui étaient assez contents de ce suivi à distance par les infirmières. Même les infirmières aussi, dans beaucoup de cas qu'elle a suivis, trouvaient que c'était un outil intéressant. Mais par contre, ce qui semble unanime dans les différents terrains sur lesquels elle a travaillé, c'est que tout ça, ça a été aussi au prix d'un travail caché beaucoup plus grand de la part des infirmières. Donc derrière la technologie, derrière ce suivi à distance des patients par les infirmières, il y a eu un énorme travail caché des infirmières pour s'assurer que tout va bien. Notamment, je vous disais, ce téléphone, une technologie un peu plus ancienne que le numérique, elle est quand même fortement utilisée pour pouvoir faire fonctionner le numérique. Et même Nelly Hodgson, elle dit qu'il faut
c'est pas le numérique ou le téléphone, c'est les deux. Le numérique nécessite d'autres technologies pour pouvoir fonctionner. Donc vous voyez, il y a tout un travail caché pour pouvoir faire fonctionner la technologie. Donc ça pose aussi des questions d'éthique organisationnelle. La télésurveillance, ça repose sur une forme de spatialisation au niveau méso, au niveau organisationnel. Ça repose donc sur un réseau d'acteurs. Et parfois, cet acte de télémédecine, il peut distribuer de manière pas toujours équitable la charge sur les uns et les autres. Il peut avoir du travail caché. On parlait, dans toute la réflexion sur les éthiques du care, du sale boulot, le dirty work. Ben, on pourrait dire, avec le numérique, il y a aussi le risque d'avoir un dirty work 2.0, donc un travail un peu caché, mais qui est absolument nécessaire pour que ces technologies numériques fonctionnent, mais qui n'est pas toujours visibilisé. On peut se dire aussi que cette organisation du travail induite par le numérique ne mène aussi à ce qu'on peut appeler une extension du travail du patient. Donc vous connaissez les travaux d'Anselm Strauss, donc un sociologue qui a forgé ce concept de travail du patient. Donc un concept qui a priori n'appartient pas au champ sémantique de la santé, donc le travail, ça renvoie plutôt au monde du travail. Mais il dit, je l'utilise quand même pour pouvoir rendre compte du fait qu'un patient, c'est tout sauf quelqu'un de passif, mais c'est quelqu'un qui doit agir. Sinon, il meurt. Typiquement, le malade chronique, mais s'il ne se prend pas en charge, s'il n'assure pas ce qu'on appelle un travail de coordination, s'assurer qu'entre les professionnels, l'information est bien passée, un travail Donc vous voyez, il y a tout un travail nécessaire pour qu'il puisse pour gérer sa maladie. Et donc on pourrait se dire, est-ce que le numérique, parfois, ça n'étend pas non plus aussi le travail du patient ? Il y a des travaux, je pense à ceux d'Amandine Rolly et Florence Gallois, qui vont même jusqu'à dire que finalement la télésurveillance, pour reprendre cet exemple, ça peut amener à une nouvelle division sociale du travail. Une division du travail entre la surveillance, mais dans sa dimension purement intellectuelle, d'interprétation des données, qui resterait celle du médecin, et la production matérielle des données, alors là, qui serait déléguée au patient. Donc vous voyez comment la télésurveillance, ça induit aussi une nouvelle organisation du travail qui peut être plus ou moins juste, qui peut poser des questions aussi éthiques à ce niveau-là. Et enfin, dernier niveau de spatialisation, pour bien vous faire prendre conscience que la télémédecine, ça respatialise non seulement au niveau micro les espaces de vie, au niveau méso les organisations entre acteurs, mais que la télémédecine aussi, ça peut transformer au niveau plus macro le système de santé. C'est qu'il faut bien prendre conscience qu'en France, la télémédecine est devenue un outil de politique publique. Donc en fait, la télémédecine, elle n'est pas si neuve que ça. Pendant le temps du Covid, il y a eu beaucoup d'émissions de podcasts sur la médecine, et notamment il y avait une historienne. C'était intéressant, elle disait, mais finalement la télémédecine, c'est pas si neuf que ça. Moi, dans mon terrain, je ne sais plus si c'était le 18e, le 17e, mais je trouve trace de ça, notamment des missives qui étaient envoyées où le médecin écrit une lettre avec ce qu'il faut. Il fait une consultation littéralement asynchrone et à distance, si vous voulez. Donc en soi, comme acte, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est véritablement nouveau, et ça c'est à nouveau les travaux d'Amandine Rolly qui mettent bien ça en avant, c'est qu'en reconnaissant la télémédecine à travers la loi de 2009 comme en le reconnaissant juridiquement, finalement cette reconnaissance juridique en fait un outil de politique publique de santé. C'est plus ou c'est pas une activité qui va être menée un peu en marge du système par un professionnel de santé qui va qui a choisi cette option pour répondre tout localement à une spécificité de son terrain parce qu'il est en contexte montagneux et qu'il estime qu'il faut innover de cette manière-là. Non, c'est vraiment quelque chose qui est porté par les politiques publiques. Et il faut prendre conscience que dès 2011, le déploiement de la télémédecine est vraiment encouragé par les autorités. Donc il ne s'agit pas simplement d'avoir régulé en précisant dans la loi les conditions d'exercice de la télémédecine, comme si c'était une pratique marginale qu'il fallait réguler pour éviter pour les excès. Non, c'est plutôt pour en faire un outil de politique publique. Et donc dès 2011, le déploiement de la télémédecine s'accompagne de véritables plans nationaux. Donc en 2011, il y a 5 priorités
qui définissent une stratégie nationale du déploiement de la télémédecine, en disant que prioritairement, la télémédecine doit répondre à des objectifs de politique publique tels que améliorer l'égalité des chances liées au territoire, lutter aussi contre les inégalités de chances en cas d'AVC notamment. Parce que la question de la prise en charge des AVC rencontre directement cette question de l'inégalité des chances liées au territoire. Pourquoi ? Parce que dans la phase aiguë d'un AVC, vous avez 4h30 pour pouvoir faire un diagnostic et pour pouvoir, le cas échéant, proposer un traitement thrombolytique qui alors, en cas d'AVC, s'il est d'origine ischémique, ce traitement, si vous voulez, ça peut diminuer le handicap neurologique. Donc il faut aller vite, vous avez 4h30, mais il faut accéder à une certaine expertise qu'il n'y a pas partout. Donc vous pouvez être situé dans un territoire éloigné d'une unité neurovasculaire, par exemple, qui permettrait de poser un tel diagnostic et d'opérer un tel traitement thrombolytique. Et donc là, le télé-AVC, c'est un dispositif qui a été encouragé, dont les ambulances sont équipées pour pouvoir permettre aux patients qui sont pourtant loin de cette expertise-là, de virtuellement se rapprocher de cette expertise-là. Donc vous voyez, la télémédecine, elle est indissociable aussi de politique publique, donc d'une volonté d'atteindre des objectifs de politique publique. Donc elle contribue aussi, cette télémédecine, c'est ça que j'appelle, c'est ça que je désigne par cette idée de spatialisation au niveau macro, elle en fait un outil pour les autorités d'action sur le territoire, littéralement. Et ça aussi, également, ça pose des questions éthiques qui sont invisibles si on ne prend pas en compte cet effet de spatialisation du numérique. Et pourquoi ça pose des questions éthiques ? Je vais vous montrer quelques exemples. C'est parce que finalement, le numérique, ça peut être tant un nouvel outil de contrôle du patient, qu'un outil qui pourrait faire du patient un acteur plus fort de la démocratie sanitaire. Alors pourquoi un nouvel outil de contrôle du patient ? Bien, ici, je fais référence à Maurizio Ferraris, qui est un philosophe qui a écrit un livre qui s'appelle « Mobilisation totale », qui porte sur le téléphone portable. Et à travers le téléphone portable, il réfléchit aux technologies de l'information et de la communication. Et il nous dit finalement, le smartphone, avant d'être un instrument de communication, c'est aussi un outil d'enregistrement. Pour lui, le smartphone et Internet derrière ça, c'est un outil de communication, mais c'est aussi un outil de production de traces. Et le risque, c'est que les objets connectés, s'ils servent bien à transmettre des informations à une unité éloignée du domicile, mais le risque, c'est qu'ils soient aussi des outils d'enregistrement et qu'après, on puisse se rapporter à ces objets comme révélant ou non la vérité d'un bon comportement d'un patient. Et ici, un exemple qui est connu, vous le connaissez peut-être, tiré du livre de Pierre Simon sur la télémédecine, où il rapporte donc cette anecdote d'un programme de téléobservance de l'apnée du sommeil qui a visé le déploiement des machines d'assistance nocturne en pression positive auprès de patients. Et alors l'idée, c'était de connecter ces machines d'assistance nocturne, d'assistance respiratoire, de les connecter pour que le prestataire de santé puisse informer l'assurance maladie en cas de non ou de mauvaise observance de la prescription par le patient. En disant, ces machines coûtent très cher, si on l'utilise moins, par exemple, de 3 heures par jour, c'est pas efficace. Donc, ce qui était prévu au début, c'est que les machines soient connectées pour pouvoir dire si le patient a été compliant ou non. Et pour le cas échéant, le responsabiliser financièrement en ne remboursant pas. Donc on voit que ça peut être un outil pour une autorité centralisée de contrôle du patient. Ça peut être un outil pour les puissances publiques aussi de contrôle de l'activité du médecin, en précisant les conditions d'exercice de l'acte au niveau technique, ça a l'air neutre, mais c'est une manière aussi de retrouver un outil de régulation d'une activité qui par essence est difficile et qui par essence est dans une relation que les économistes appellent d'asymétrie de l'information. C'est-à-dire en tant qu'autorité, vous êtes en asymétrie d'information par rapport à l'acte médical, c'est-à-dire le médecin, il a plus d'informations sur comment il a fait l'acte que vous comme régulateur. Et donc, on pourrait aussi imaginer que le numérique joue ce rôle de contrôle. Donc voilà, c'était le premier point que je voulais dire, c'est comment le numérique, ça transforme les espaces du soin du micro au macro. Maintenant, je voudrais montrer combien, à mon sens, ça déstabilise l'éthique. Ça déstabilise l'éthique.
Pas à nouveau, je le répète, en termes sémantiques. Ça continue, peut-être même, il est encore plus urgent de réfléchir à l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance dans ce nouveau contexte. Ça ne disqualifie pas la pertinence sémantique de ces termes. Mais la question, c'est comment s'assurer. C'est plus pragmatique, c'est comment opérer une réflexion éthique pour s'assurer du respect de ces valeurs. Alors, il y a plusieurs impasses. Le premier impasse, c'est l'idée qu'il suffirait de rappeler cette figure du discours que j'ai évoquée au tout début de l'exposé, qui dit simplement non, il faut rappeler l'éthique médicale, il faut rappeler le code de déontologie. Le législateur a défini la télémédecine comme un acte médical, ce sont les termes utilisés, et donc un acte médical, il doit respecter certaines normes, donc il suffit de rappeler ça. Mais vous avez vu que c'est pas si évident. C'est pas si évident que ça qu'on va s'assurer de l'éthicité de la télémédecine simplement à rappeler le code de déontologie médicale. Pourquoi ? Parce que parfois c'est même tout simplement difficile de cerner les contours d'un acte médical dans un tel contexte. Et ça, il y a un livre blanc du CNOM en 2015 qui l'a dit. La frontière, parfois, elle devient floue entre l'acte médical stricto sensu et toute une série d'applications de e-santé qui viennent s'inviter dans la relation médecin-patient. En tant que professionnel médical, si votre patient vient en disant je sais que c'est interdit, mais voilà, j'ai envoyé un échantillon de salive au site 23andMe qui fait du séquençage de génome par convenance. Je sais que c'est interdit, mais voilà, j'ai reçu mes infos, c'est terrible, regardez, je crois que je vais mourir. Donc il vient avec quelque chose qui est interdit juridiquement en France. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que médecin ? Est-ce que vous dites non, on reste dans ce qui est le cadre de l'acte médical ? Ça, c'est pas de la télémédecine, c'est de la e-santé, c'est des prestations de services. Non, en fait, c'est dur à gérer, quoi. Les frontières deviennent floues. Limite aussi de l'éthique médicale par rapport à des actions. Autant le législateur a parlé d'acte médical, autant on voit que derrière cet acte médical, il y a un réseau d'acteurs, comme j'ai essayé de le montrer. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une limite aussi d'une éthique professionnelle face à un acte qui est plutôt une action collective portée par des acteurs de professions différentes ? Est-ce que ça ne fait pas un peu imploser aussi les divisions sectorielles des éthiques appliquées et des éthiques professionnelles aussi ? Limite aussi d'une éthique face à des environnements qui peuvent parfois être technologiquement très prescriptifs, mais sans qu'on s'en rende compte parfois. On peut veiller à tous les signaux classiques que l'éthique médicale nous a enseignés. Je dois bien informer le patient, m'assurer qu'il est compris, redemander le consentement de l'acte plusieurs fois, etc. Mais peut-être que, n'ayant pas encore la culture numérique, comme médecin, je ne vais pas avoir en tête l'idée que le script de fonctionnement de la technologie est peut-être très prescriptif. Vous voyez ? Limite aussi à ce niveau-là de l'éthique médicale. Limite aussi des nouvelles formes d'éthique qui sont développées un peu en complément à l'éthique médicale. Nouvelles formes d'éthique du numérique. Je vous ai cité notamment ce rapport de 2018, ce rapport final de la feuille de route « Accélérer le virage numérique en santé », qui disait que les 4 principes médicaux, ça concerne aussi les ingénieurs, ça concerne aussi ceux qui produisent les données, ça concerne aussi les utilisateurs. C'est quelque chose aussi qu'on voit au cœur de tous les rapports d'éthique de l'intelligence artificielle, que ce soit celui de Cédric Villani, que ce soit le rapport de la CNIL. Tous les acteurs disent « mais attention, tous les acteurs de la société numérique, eux aussi doivent être éthiques. Il ne suffit pas simplement d'attendre, eux, la conformité au RGPD ou à la loi. Eux aussi doivent mettre en œuvre une réflexion éthique. » C'est tout ce qu'on appelle la réflexion de l'éthique by design. Je ne sais pas, est-ce que j'ai encore un peu de temps ou je ne sais pas si je déborde beaucoup trop. Bon, je continue. L'éthique by design, c'est quoi ? C'est l'éthique dans la conception. C'est une extension assez importante de l'éthique. C'est l'idée que finalement, l'éthique du numérique, ça ne se limite pas simplement à l'usage des technologies. Comme si l'éthique entrait en scène simplement au moment où on se saisissait de ces dispositifs et de ces objets technologiques. Comme si avant, finalement, c'était un temps non éthique, c'était un temps techniquement neutre. Non, on se rend compte de plus en plus que la manière dont une technologie est designée va influencer ou non, va prédéterminer ou non des possibilités d'action, des possibilités d'usage ou non après. Ouais.
Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éthique by design. Et donc je prends juste 2 minutes. L'éthique by design, donc, c'est donc inviter les chercheurs à anticiper à l'avance tous les problèmes éthiques qui vont pouvoir se poser dans le cadre de l'usage des technologies, pour essayer de réduire, de répondre à ces problèmes. La difficulté, c'est qu'à nouveau, le problème, c'est qu'on ne prend pas en compte la dimension spatiale. Là, on prend en compte la dimension temporelle. On se dit l'éthique doit s'étendre pour anticiper les impacts et doit intervenir le plus tôt possible, mais on ne se pose pas la question de où il faut anticiper, comment il faut le faire. Voilà, ben je vais peut-être juste en rester là, rester sur le fait que l'éthique est déstabilisée et qu'il faudrait alors porter attention aux spatialisations. Donc ça, c'est 3 points d'attention. Ouvrir l'éthique à ça et donc organiser l'éthique de manière à pouvoir faire ça. Pensez aussi à comment organiser l'éthique spatialement. Désolé d'avoir été si long. Bon. Est-ce que, tout d'abord, est-ce que vous avez des questions ? On a à peu près 5 minutes pour discuter avant la prochaine intervenante, pour rester dans les temps. Alors, je ne sais pas si je vais faire comme Emmanuel Hirsch et vous donner des choses comme le traité de bioéthique, par exemple. Bon, alors, je vais peut-être poser, ou en tout cas... réagir un petit peu à cette intervention. Effectivement, et peut-être que ça fera naître quelques questions, 1 ou 2 questions. Effectivement, cette spatialisation des nouvelles technologies, on en parle un peu plus, mais pas assez. Et effectivement, il y a beaucoup de questions éthiques qui sont liées à cette dimension spatiale. Et notamment, je pense notamment à un livre, The Stack, qui est paru en France sous le nom, je crois, Le Stack, qui consiste justement à respatialiser le numérique en montrant que ces infrastructures-là, elles existent, elles sont matérielles, c'est des fils qui passent sous l'océan entre l'Europe et les États-Unis, c'est des immenses centres de données qui sont dans le désert ou bien même sous l'eau, et qui héberge des dizaines, des milliers d'ordinateurs sur lesquels on entrepose les sites internet sur lesquels vous surfez tous les jours, etc., etc. Et cette dimension-là, évidemment, elle est consommatrice, par exemple, d'énergie. Elle pose des questions écologiques, elle pose des questions géopolitiques. Dans quel pays est-ce qu'on héberge ces données, etc., etc. Et c'est une dimension dont on parle de plus en plus, mais qui effectivement, pour la plupart des utilisateurs, reste complètement invisible. Or, c'est des réalités bien matérielles et qui ont des conséquences politiques et sociales très fortes. Alors ça, c'est une chose. Et puis ensuite, je voulais peut-être vous poser 2 questions. Alors, il y a une première question sur la pratique de l'éthique. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais si on se réfère effectivement à un philosophe comme Bernard Stiegler, par exemple, on va voir que l'éthique, c'est une méthode qui peut être une méthode de production de savoir et de savoir-faire pour justement faire face à cette vague d'innovation technologique. Donc, si on s'en réfère à la manière dont on procède dans les comités d'éthique, dans le médico-social ou dans l'hospitalier, on peut voir que c'est des méthodes et des manières d'échanger, de se concerter à un niveau très local, pour voir comment on va mettre en place ces nouvelles technologies, comment on va s'adapter à ces nouvelles technologies, comment on va, pourquoi pas, adapter ces nouvelles technologies à notre usage en équipe ou au sein d'un établissement, qui porte des valeurs ou une vision du soin, etc. Donc, il y a cette première dimension là, de l'éthique et on a travaillé à l'Espace Éthique sur les objets avec des social designers et sur cette notion de living lab. Donc je ne sais pas si vous avez des expériences avec des living labs qui utiliseraient cette démarche de réflexion éthique, ou est-ce que c'est une autre démarche qui est utilisée dans ce cadre-là et peut-être elle porte un autre nom que de l'éthique, mais est-ce que finalement ça en relève aussi ? Et ma deuxième question, c'est simplement une remarque pour dire que cette médicalisation de l'espace privé, j'ai l'impression que ce n'est pas la technologie qui en a été le moteur,
mais bien une volonté politique. La volonté de ce qu'on appelle en France le tournant ou le virage ambulatoire. Et j'ai l'impression qu'ensuite, ça ouvre un espace pour développer des applications, développer des technologies, mais qui ont d'abord pour vocation de produire ce virage ambulatoire, c'est-à-dire désengorger l'hôpital, etc. Et donc, finalement, on a souvent l'impression que les technologies sont elles-mêmes porteuses de valeurs et de changements. Et finalement, est-ce qu'il ne faut pas remonter d'un cran ? Et dans cette démarche-là aussi, dans notre démarche de réflexion éthique, questionner aussi les finalités de ces technologies, mais les finalités préexistantes de ces technologies. Oui, merci. Les deux questions sont vraiment tout à fait pertinentes et je ne vais pas pouvoir vraiment offrir de réponse, mais partager quelques réflexions avec vous. Par rapport, par exemple, au Living Lab, à tout ce mouvement de dire, voilà, on va designer avec les usagers, avec les patients, on va inviter une association de malades, une association de patients à réfléchir au design d'un outil de technologie en se disant que ça va être important, ça va faire monde chez eux après, etc. Donc oui, je pense que c'est très intéressant. Mais je pense que ça reste surtout marqué par une réflexion plutôt de l'ordre sur le plan de la temporalité que de la spatialité. Je pense vraiment qu'il y a une prise de conscience qu'il faut un autre cadrage temporel de l'éthique. Il y a cette volonté des Hans Jonas et autres de pouvoir étendre au plus loin une réflexion sur la portée de nos actions. Et finalement, quelque chose qui s'est vraiment mué comme un impératif d'anticipation, comme synonyme du caractère responsable de l'innovation. On trouve ça au cœur, par exemple, de la Commission européenne et du discours autour de l'innovation responsable. Donc, anticiper dès le moment. Donc, une dimension très temporelle. Mais très peu est dit quant à mais c'est qui et où qui doit anticiper. Et si, par exemple, oui, il y a une expérience certes hyper intéressante d'anticipation, de co-construction avec des usagers, mais elle est très localisée. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Souvent, dans la logique d'expérimentation, on va expérimenter au niveau local, mais pour pouvoir après généraliser et tirer de l'expérimentation locale quelque chose qui pourrait être généralisé et finalement repris dans une logique de standardisation. Moi, un sujet sur lequel je travaille beaucoup pour l'instant, c'est la notion d'expérimentation, donc qui est inscrit dans le droit français, donc il y a un droit à l'expérimentation. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour comprendre le déploiement de la télémédecine aujourd'hui. Donc, le mode de déploiement de la télémédecine passe par des expérimentations. Avant, il y avait l'importance de contractualiser avec l'ARS, etc. Avec vraiment cette idée de on expérimente, et puis après on voit si on généralise, et le cas échéant, si on fait rentrer dans le droit commun de la sécurité sociale, si on envisage le remboursement. Cédric Villani, c'est la même chose. Il dit qu'il faut créer des espaces bac à sable, c'est-à-dire des espaces réels mais contrôlés, où on va expérimenter la technologie, avoir un retour du réel, et le cas échéant, donc il y a une nouvelle politique à base de science qui passe par l'expérimentation. Mais un grand point aveugle, c'est qu'il y a ce paradoxe d'une valorisation de la réalité du terrain et des enjeux locaux, mais qui dans un deuxième temps, à mon avis, est annihilé parce qu'on va anticiper ce qui est généralisable et l'autorité centralisée finalement reprend une logique tout à fait... Donc oui, je pense que c'est des expériences extrêmement intéressantes, mais toute la question c'est comment se passe après le moment de la généralisation. Déjà dire généralisation, c'est le dire d'une mauvaise manière. Mais quelle leçon on tire? Donc ça, je pense que grande difficulté, donc pour résumer, oui, c'est intéressant, les Living Labs comme expérience, mais c'est surtout dans cette idée de penser un cadrage temporel de l'éthique, mais qu'est-ce qu'il en est du cadrage spatial de l'éthique? Et la deuxième réflexion, je suis tout à fait d'accord avec vous, je ne pense pas du tout que c'est la technologie qui détermine de manière causale et unidirectionnelle une société. Je pense que c'est un jeu de codétermination, et ça, selon les conceptions philosophiques qu'on a de les techniques, on peut affiner ça, mais je suis tout à fait d'accord, c'est pas le numérique en soi qui crée ça. La preuve, c'est que on voit aujourd'hui, c'est pas simplement une imagination, mais on voit d'autres usages possibles du numérique. Ça montre bien que c'est pas le numérique qui serait intrinsèquement porteur d'un certain type de monde, quoi. Mais voilà. Merci beaucoup.